Bonjour, ici Isabelle Bédard. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé, question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 187e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'étais avec une Québécoise, Isabelle Bédard, qui est à 11 heures de décalage avec l'endroit où moi j'enregistre présentement à Québec. On en parlait avant, je pense que c'est un record, 11 heures. Isabelle, bienvenue à Pas sorti du bois. Bien, je suis vraiment contente d'être avec toi. Puis je suis contente d'avoir le record aussi. Ça m'en fait pas beaucoup des records, alors je le prends. Ça va être dur à battre d'après moi, 11 heures de décalage. Je défie n'importe qui. J'adore. En Australie peut-être, ou en Nouvelle-Zélande. Peut-être. Écoute, ça viendra, Pas sorti du bois. Il n'y a plus de frontières rendues là. J'ai reçu beaucoup d'athlètes européens ou des athlètes qui étaient en France et tout. J'ai reçu des athlètes américains, franco-américains qui étaient de l'autre côté, qui étaient quelques heures. Mais là, on est complètement à l'autre bord de la planète. Puis, on est avec une Québécoise. J'ai très hâte qu'on plonge dans ton histoire puis qu'on comprenne comment une Québécoise est à l'autre bout du monde comme ça. T'as un parcours de trail vraiment, vraiment impressionnant. Je suis allé faire mes petites recherches, bien sûr, puis t'as beaucoup de dossards sur ta feuille de route. J'ai très hâte de découvrir comment on découvre le trail, comment on se développe dans le trail à l'autre bout du monde, comme ça, dans un continent, dans un contexte culturel qui est complètement différent. On dirait que c'est le premier épisode que je fais parce que j'ai plein de questions de base parce que quand ça fait 180 épisodes qu'on parle du trail québécois, européen, américain, bon, on a dit beaucoup d'affaires sur le sujet, mais le trail asiatique, très peu. Donc, voilà, j'ai très hâte, je te le partage comme ça. Pose tes questions. Je te dirais que en frais de trail québécois, là, mes expériences sont vraiment, vraiment limitées. Donc, l'Asie, c'est vraiment mon sujet expert, là, je te dirais. Mon terrain de jeu, exactement. Écoute, tu le sais, la première question, c'est toujours la même. Puis là, c'est drôle parce que des fois, moi, quand je pose la question, on boit une bière avec l'invité. Des fois, on boit un café. Là, dans ce cas-ci, on est à 2 heures de décalage. Fait que, toi, qu'est-ce que tu bois présentement? Un super café. Je te dirais qu'il n'y a rien de vraiment d'extraordinaire dans mon café, mais je suis contente de l'avoir ce matin. Ben, c'est vraiment cool. Comme je te dis, c'est la première fois que l'invité a un café puis que moi, j'ai une bière de mon côté parce que toi, il est le matin, moi, il est le soir. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de bière, de café aussi. Mais ce soir, ça va être une moustache cassis, donc une sure au cassis de mes amis de Noctem. Donc, cheers Isabelle. Très content de t'avoir avec moi ce matin ou ce soir. Ce matin, ce soir, les deux. Je te dirais que j'aurais bien pris une bière si ça avait été ce soir, mais bon. Là, c'est moi qui aurais un café. C'est complexe. En fait, c'est tellement complexe de trouver un moment que j'ai remonté dans notre conversation sur Gmail.
depuis octobre 2022 qu'on s'écrit, qu'on échange, qu'on essaie de trouver un moment. Puis t'as vécu beaucoup d'expériences depuis, donc je suis content que ça ait pris autant de temps parce qu'il y a des choses que t'as vécu, un voyage en vélo avec ta famille, plein d'ultras. Donc ça a bien fait qu'on attende aussi longtemps puis qu'on finisse par le faire. J'ai le goût de t'amener au tout début, de commencer à ton commencement. Parle-moi de toi, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui amène une Québécoise à vivre de l'autre côté de la planète? OK, ben je vais essayer de te faire une histoire un peu courte, là. Ben, je viens de Saint-Tite en Mauricie. OK. Puis, ben, c'est ça, j'ai grandi en campagne, là. Dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose à faire en frais de sport organisé. Tu sais, de la danse, puis de la gymnastique, puis du patin artistique, là, je te dirais que c'était pas mal limité à ça pour les filles. Puis, ben, ce qu'on avait, nous, c'était la liberté. Tu sais, j'ai grandi sur une ferme, donc on avait un grand terrain de jeu, puis on n'avait pas vraiment de limites en frais où on pouvait aller sur la terre, là. Donc, ben c'est ça, en grandissant, j'ai progressé là-dedans, dans la liberté, je te dirais, là. Puis, ben, ça m'a amené à voyager beaucoup, je pense, cette grande liberté-là. Puis, ben, je suis allée faire un échange étudiant quand j'avais 17 ans OK. en Nouvelle-Zélande. Wow. Puis c'est vraiment en Nouvelle-Zélande où j'ai vraiment appris à apprécier le vrai outdoors, le vrai plein air qui est vraiment aller faire de la rando, du kayak. Les Nouveaux-Zélandais c'est des gens qui sont très, très, très sportifs, puis aussi ben qui font beaucoup de plein air. Donc ben ça m'a vraiment ouvert un horizon. Mm-hmm. Puis après ça, ben je me suis mis à faire de la rando de longue distance, là. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses comme la Pacific, la PCT. OK. J'ai fait, j'ai traversé la GR 11 de la Méditerranée à l'Atlantique, des trucs comme ça, tu sais, vraiment longue haleine, là. Pour les gens qui sauraient pas, la PCT, c'est la Pacific Crest Trail. C'est Ouais, quoi à peu près la distance de ce grand projet-là? je pense que c'est à peu près 4000 kilomètres Ça part de la du frontière du Mexique. Canada, ben, ou peu importe le Ouais, sens, du mais Mexique jusqu'au Canada. c'est une C'est traversée ça. intégrale du nord au sud ou du sud au nord des États-Unis, là. C'est ça, c'est ça. Donc, la Wow. grande randonnée, ça m'a passionné pendant plusieurs années jusqu'à ce que on soit ben, en fait, moi et mon conjoint, on enseigne à l'international. OK. Donc, il y a des écoles un peu partout qui, ben, qui sont là pour éduquer les enfants d'expatriés, OK. qui permettent à suivre un curriculum, en fait. Parce que les gens, tu sais, souvent, ils vont faire un contrat 2, 3, 4 ans, puis après bouger à un autre endroit. Donc, leurs enfants doivent avoir un endroit tu sais, qui vont en continuer avec un curriculum qui va en continuer. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est ça qui nous a apporté à vivre à l'étranger. OK. Puis, quand on était à Hong Kong, ben, j'ai découvert le vélo. Puis, le vélo, ben, nous a permis après avoir fini notre contrat à Hong Kong, on a décidé de rentrer en Europe en vélo. Donc, tout ça pour te dire que les longues distances, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, être longtemps, soit sur mes pattes, soit sur un vélo, c'est des choses que j'aime. Puis ça, ben, ça m'a apporté à faire du trail. Fait que là, vous avez C'est connecté, pas mal ça, juste je te revenir dirais. là-dessus, vous avez connecté Hong Kong à l'Europe en vélo. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, ça devait être une expérience Ben, c'est exceptionnelle. un an. Ouais, c'est un an de vélo, là, Ah en ouais. passant. Tu sais, pas directement, là, en passant par des chemins un peu tortueux, là. Tu Vous avez sais. fait des petits détours.
Des gros détours, mettons. C'était quoi, si je sais que ça doit être dur à répondre, mais c'était quoi ton coup de cœur ou ta découverte parmi cette année-là, comme culture, comme pays? Je te dirais qu'il y en a trois. OK. La Mongolie, parce que c'est tellement, tellement isolé, puis tellement sauvage. Mhm. Le Pakistan, pour les montagnes, tout simplement. Ouais. Des montagnes exceptionnelles. Et puis l'Iran pour la culture, pour l'accueil des gens, là, c'est exceptionnel. Wow. Ouais. Quand tu dis que vous êtes enseignant pour des jeunes expatriés, donc c'est par exemple, vous êtes quelque part dans le monde, puis c'est quoi le curriculum que vous suivez? Dans le sens où, tu sais, au Québec, on a un système scolaire, en Europe, ils ont leur système Ouais. scolaire. Pour les enfants d'expatriés qui bougent comme ça, vous suivez un programme international? C'est quoi le programme que vous enseignez? Ben, il y a beaucoup de programmes. Tu sais, je te dirais que disons, les enfants français ont le lycée français. Ça, nous, on n'y touche pas. OK. Euh, mais pour les enfants des autres diasporas, il y a les deux curriculums les plus populaires. C'est le GCSE, ça, c'est le curriculum comme britannique. OK. Ben, c'est britannique. Puis le baccalauréat international. Donc, OK. nous, c'est ce qu'on fait, là. Les écoles qui font soit le GCSE, soit le baccalauréat international. OK. Fait que là, tu disais, Ouais. vous avez enseigné, bon, à Hong Kong. C'est quoi les endroits que vous avez fait? Puis en ce moment, vous êtes où dans le monde? Parce que je pense qu'on l'a même pas nommé. Ouais, c'est vrai, on a oublié, hein. Là, en ce moment, on est en Malaisie. Ça fait 8 ans qu'on est ici. Wow. Avant, on était en Norvège. On était là 5 ans. Avant ça, on était à Dubaï 1 an. On n'a vraiment pas aimé ça. Non. Non. Puis avant, on était à Hong Kong pendant 4 ans. OK. C'est quand même des Ouais. places très différentes l'une de l'autre, mais la Norvège, c'est toi qui parlais beaucoup de l'amour du plein air puis des grandes randonnées. Je pense que c'est un endroit qui fait rêver pour ça aussi, là. Vous avez dû vivre Ah des oui, oui, belles oui, oui. expériences de plein air là-bas. Ouais. Ah, totalement, là. Je te dirais que c'est vraiment ça, la Norvège. Ouais. Tu sais, tu vas pas en Norvège pour la bonne nourriture ou pour le soleil, là. Tu vas en Norvège parce que t'aimes les montagnes, parce que t'aimes le plein air. Puis on habitait à Stavanger, qui est comme sur la côte ouest, dans les fjords. Donc, OK. on était vraiment, vraiment gâtés, là, de ce côté-là. Fait que Ouais. ceux et celles qui suivent Kylian Jornet puis Emily Fosberg sur les médias sociaux, quand on voit les beaux panoramas de la Norvège, ça peut ressembler à ça où vous étiez, là? Ça ressemble à ça un petit peu. Nous, on est un petit peu plus au sud. C'est moins enneigé. Mais non, c'est super beau, là. Je recommande à n'importe qui d'aller en Norvège. Puis il y a des beaux sentiers, puis il y a des refuges partout dans les montagnes. Donc, il y a un réseau de refuges. Puis c'est super facile d'organiser, tu sais, un beau fast-packing, là, sans Mhm. avoir ben, premièrement, sans avoir à booker tout en avance. Ouais. C'est pas comme l'Europe, c'est pas comme la France où, tu sais, il faut vraiment se prendre à l'avance. Premièrement parce que il va toujours y avoir de la place. Tu sais, tu vas jamais être refusé dans un refuge, là. Tu sais, même si tu as à dormir là, sur le plancher avec ton matelas, il va Ouais. toujours y avoir de la place. Puis deuxièmement, ben il n'y a pas tant de monde que ça, de Non, toute c'est ça. façon. Donc, c'est possible d'y aller spontanément. Ah, c'est Ouais, intéressant. Puis ça a l'air ouais. magnifique. La Malaisie, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous installer là? Ça fait quand même 8 ans, tu dis. Ça semble l'un Ouais. des endroits où vous avez été le plus longtemps. Ouais, ben on était en Norvège pendant 5 ans, puis ben nous, ce qui nous a poussé à revenir en Asie, c'est vraiment pour avoir la diversité culturelle pour notre fils. Notre fils est né en Norvège. Puis, OK. tu sais, on trouvait que c'était peut-être pas assez, tu sais, diversifié là, culturellement. Donc, Ouais. on voulait vraiment l'apporter, tu sais, lui donner ça dans la vie, là, d'avoir des influences culturelles là, différentes. Ouais. Là, en Malaisie, vous avez vraiment... c'est au cœur de l'Asie. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'expats aussi. Je sais que, tu sais, on entend souvent parler Malaisie, Singapour, des endroits
en Asie qui accueillent, qui ont des grands centres urbains, puis qui ont beaucoup d'entreprises internationales qui accueillent des gens de partout dans le monde. Fait que autant, comme tu dis, pour votre fils, pour être près de plein de communautés culturelles, mais même pour vous, il doit y avoir beaucoup de jeunes à qui enseigner. Ouais, ben c'est ça, justement, là, la semaine passée, il y avait la journée internationale à l'école de mon conjoint. Moi, je travaille pas là cette année, mais de mon conjoint puis de mon fils. Puis ben c'est ça, il y avait 65 nationalités représentées. Wow. Donc ouais, tu sais, c'est super le fun là, d'avoir des gens aussi diversifiés autour de nous. Ouais, c'est riche aussi comme rencontre parce que d'être confronté à plein d'autres cultures, plein d'autres façons de penser, plein d'autres des habitudes, ça doit vraiment être Ouais. très riche comme expérience, hein. Puis aussi, surprenamment, Kuala Lumpur, ben, en fait, c'est une raison pour laquelle on a choisi Kuala Lumpur en tant que destination pour travailler, c'est que c'est une ville super verte. OK. Tu sais, il y a des jungles, des bouts de jungle un peu parsemés, un peu partout à travers la ville. Tu sais, il y a toujours, ouais, c'est toujours possible d'être en nature dans cette ville-là, là. Tu sais, C'est un grand il y a centre pas juste urbain. moi, il n'y a pas juste un Mont-Royal, là. Tu sais, il y Ouais, en c'est a ça. plusieurs partout, là. Puis je pense que le clash doit être grand versus une ville comme Dubaï où ce qu'on en voit, c'est très bétonné. Et ils ont transformé le désert en grande métropole, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup d'espace vert versus une ville comme Kuala Lumpur qui semble être Hmm. justement d'avoir réussi à préserver tout ça puis d'avoir des valeurs écologiques. Je pense que c'est un bel exemple pour les grandes métropoles mondiales, là. Ouais, c'est ça. Ouais, comparé à Dubaï, disons que c'est vert. À Ouais. Dubaï, c'est un petit peu beige, là, mais c'est ça. Je pense, par exemple, pour donner à Dubaï son dû, là, je pense que de plus en plus, les gens commencent à faire du plein air OK. à Dubaï. Ouais, et, tu sais, ils ont l'air d'avoir ouvert plusieurs sentiers dans le désert, là, c'est Ouais. sûr, là, mais je pense que les gens bougent un petit peu plus que quand on y était. OK. Puis la course là-dedans, à travers ça, tu parlais du vélo, tu parlais de la grande randonnée, mais à quel moment tu t'es mis vraiment à courir puis à découvrir la course en sentier? Ouais, ben c'est ça, c'est en arrivant ici. OK. Parce que quand on était en Norvège, ben on faisait beaucoup de vélo. Tu sais, ils ont des routes là. Car c'est un pays pétrolier, hein, et ils ont de l'asphalte qui est belle, Ouais. disons. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup de pistes cyclables, tout ça. Puis aussi, on se rendait au travail à vélo à chaque jour. Donc, OK. tu sais, ça fait bouger comme ça. Mais ici, quand on est arrivé, ben, le problème, c'est qu'il fait chaud. Il fait très chaud d'ailleurs. Puis il faut se lever tôt pour aller faire Mhm. du vélo. Puis beaucoup plus que pour aller courir. Parce que, bon, tu sais, aller faire un bon entraînement de vélo, là, on se le cachera pas, c'est long. Tu sais, Ouais. c'est pas courir 1 heure ou une demi-heure ou peu importe. Donc, ben c'est ça, je me suis mis à courir parce que je voulais bouger. Puis où on habite, c'est super beau pour courir. Tu sais, vraiment des beaux trottoirs, puis on est vraiment hors route, puis tout ça. Donc, je me suis mis à courir sur route OK. au début, pas beaucoup. Tu sais, des genres de, je sais pas, 25-30 kilomètres par semaine, là. Mais tu sais, j'ai pris vraiment goût à courir. Puis dans ma tête, c'était juste, tu sais, courir pour me tenir en forme, pour tu sais, avoir de l'espace dans ma tête le matin, puis tout ça, tu sais, bien me réveiller. Sauf que, ben, c'est devenu un petit peu plus que ça. Je pense que les gens vont être capables de se mettre dans ma peau un peu, là, quand on Il y a un commence moment à où on le courir fait des pour fois. la santé, pour les bienfaits, comme ce que tu viens de parler, bienfaits Ouais, physiques, mentaux, puis à un moment donné où on se fait comme accrocher, puis il y a une piqûre qui se fait, puis c'est ça. c'est plus C'est à juste une peu près question de ça. santé, bien-être physique et mental, ça va plus loin que ça, là. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est que je courais, puis j'ai un ami ici qui court beaucoup, qui fait, tu sais, du super bon temps au marathon, puis tout ça. Puis une soirée,
C'est comme toutes les soirées où tu commences à avoir un plan de marde, là. Ben, c'est ça. Il me dit, tu sais, il dit, tu cours, là. Pourquoi tu fais pas un demi-marathon ou un marathon, quelque chose comme ça? Puis, tu sais, j'ai dit, bof, ça m'intéresse pas vraiment, ça. Tu sais, puis à la joke, je lui ai dit, bah, tu sais, si je fais quelque chose, je vais faire quelque chose de plus qu'un demi-marathon. Plus qu'un marathon, en fait. Donc, ça m'a rentré dans la tête. Puis les jours d'après, ben, j'ai cherché. Puis j'ai appris qu'on pouvait faire plus que des marathons. OK, parce que quand Puis tu as que, dit je vais faire plus qu'un marathon, tu connaissais pas nécessairement l'existence des ultramarathons. pas du tout. OK. Pas du tout. Donc, L'attrait était juste là, quelque part en dedans de toi, de faire plus. ouais, ben c'est ça, tu sais, dans ma tête, moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup les sentiers. Puis j'aime beaucoup être dans les sentiers, dans la nature, puis tout ça. Mais c'est quelque chose que je faisais pas vraiment au départ. Tu sais, je me tenais vraiment à mon quartier, à courir autour puis tout ça, mais pas dans les sentiers. En fait, tu sais, je savais que ça existait, là, courir dans les sentiers, mais dans ma tête, c'était plutôt comme courir dans les grosses montagnes, soit, tu sais, au Colorado, soit en Europe, tout ça. Tu sais, je pensais pas que ça se faisait vraiment dans la jungle ici. Ouais. Donc, ben c'est ça, tu sais, je suis pas une personne qui fait les choses à moitié, donc. On a déjà compris ça en 20 minutes Ouais, d'entrevue. c'est ça, donc, ben, ce challenge accepted, là, comme on dit, j'ai regardé un peu, puis j'ai vu qu'au Québec, ben, il y avait le QMT. Donc, je me suis inscrite au QMT, je pense que c'était 2018. Ouais, 2018. OK, Donc, je fait me que suis inscrite. t'as décidé que ton premier ultra, ta première course en sentier, t'as fait à la maison. Ouais, ben, justement, tu sais, je me sentais un petit peu mieux, plus à l'aise avec les forêts québécoises que les jungles asiatiques. OK. Donc, ben c'est ça. Puis en même temps, tu sais, j'allais au Québec cet été-là. J'ai vu que le QMT passait. Puis aussi, c'était en 2018, là, une course quand même assez facile à trouver. Tu sais, comparément aux autres, là, je pense, en fait, je sais même pas s'il y en avait tant que ça au Québec en 2018, là, mais en tout cas, QMT, c'était la course qui était le mieux publicisée. Donc, c'est ça, j'ai décidé de faire le 50. Euh, Ça a pas super bien été. Ça, c'est l'époque que le 50, c'était 2 fois le 25. Deux Ouais, boucles du c'est 25 ça. avec une petite variation, je pense, sur la deuxième boucle, Ouais, mais c'est ça. OK. C'est ça. Donc, on faisait, là, on montait le Mont-Saint-Anne, on faisait une genre de boucle. Après, il y avait un genre de ruisseau à traverser. Les 25 continuaient vers le bas, puis les 50 faisaient une petite boucle un petit peu différente, puis après, allaient vers le bas, puis remontaient. Ouais. Ben, moi, en tant que personne qui avait aucune expérience, j'avais pas vraiment regardé le parcours. Euh, puis j'allais pas vite. Puis les 25 sont tous passés en avant de moi, puis je les ai suivis Oh, jusqu'à ce que je me rende compte que ben j'allais du mauvais côté. Donc je suis remontée, j'ai fait un petit peu plus de distance, mettons, cette journée-là. 50, Puis c'était j'ai pas eu les assez, là. pieds. Ouais, ben j'ai eu les pieds mouillés aussi, pas mal longtemps. Mais non, sérieusement, c'était une super belle expérience. Puis je pense que le fait que ça a été plus difficile que je pensais, ça m'a comme, tu sais, c'est venu me chercher. OK? Un petit Si ça côté avait pas été challenge, autant, là. ouais, c'est ça, si ça avait pas été autant un défi, je pense pas que j'aurais été accrochée aussi vite, tu sais. Puis tu disais que c'est un premier ultra, c'est une première fois, donc pas juste pour la distance et pour l'entraînement, mais pour tout ce qui vient avec un ultra, c'est-à-dire hydratation, nutrition, soins des pieds après une traversée de ruisseau. J'étais là en 2018, je me rappelle qu'il faisait très chaud, quoique toi t'arrivais de la Malaisie, fait que ça devait pas t'impressionner, mais ça Non. reste que c'est plein de facteurs qui entrent en jeu, puis c'est plus juste une sortie de course sur route pour aller travailler ou pour revenir autour, tu sais, pour jogger autour de la maison. Là, il y a plein d'autres facteurs. Est-ce que tu as fait des erreurs de débutante, à part suivre les gens du 25?
Écoute, je pense que je les ai toutes faites. Toutes les erreurs à faire, je les ai faites. En fait, tu sais, peut-être que faire un 50 comme première. En fait, c'était vraiment ma première course Mhm. officielle, là, le premier dossard à vie. Je le recommande pas nécessairement. Je me suis pas blessée ou rien, mais c'était difficile, là. Ouais. Euh, Ça se peut-à mais tu sais, même l'époque, il y avait chose. moins de. Je sais pas comment dire. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui décide de se mettre au trail, même si il se lance sur une première distance comme le QMT 50, qui est une bonne bouchée à prendre, aujourd'hui, il y a beaucoup de. Tu sais, il y a plein de podcasts, il y a plein de livres, il y a des Hum, groupes Facebook de gens qui se partagent des conseils. On le voit en ce moment, là, ouais. les gens s'inscrivent sur des courses, puis il y a des groupes de courses de trail où, ah là, je fais telle course, avez-vous des recommandations? La traversée de rivière, y a-t-il un ravito après pour me changer? Tu sais, le monde pose des questions. Oui, Là, oui, oui. Ah non, 2018, c'était un autre complètement. monde. Je me rappelle, moi, je faisais le. Hum. C'était mon premier ultra. Ben, en fait, c'était pas un ultra. Je faisais le QMT 25 pour la première fois en 2018. Puis je me rappelle, je cherchais un peu d'infos. Puis il y en avait sur le site web, mais c'est pas comme aujourd'hui. Puis on parle pas d'il y a 50 ans, là. Ah, absolument. Je me rappelle aussi, tu sais, chercher, regarder sur YouTube, regarder sur Internet, il n'y avait presque pas de ressources, là. Mhm. Tu sais, moi, la nutrition, là, justement, les chaussures, mes chaussures étaient beaucoup trop petites. Ah ouais. J'ai perdu des ongles d'orteil, là. Pouf! On a laissé quelques-uns au Euh, QMT. ouais, c'est ça. Ben, quelques semaines après, mais bon, quand même. Euh, Tu sais, tous ces aspects-là, là, ça a été un apprentissage, là, Ouais. définitivement. Mais tu sais, je pense, comme je te dis, je pense que le challenge m'a vraiment accroché, là. Mais la piqûre était là quand même. Même si ça avait été une Ah, expérience difficile, il y avait quelque chose qui s'était créé cette fin de semaine-là, là. ouais, ben, je pense que, tu sais, pour moi, l'ultra, tu sais, ça vient me chercher parce que, ben, on en a parlé un petit peu avant, là. J'aime ça les longues distances, puis j'aime ça les expéditions, puis tu sais, partir longtemps, puis avoir un gros défi, ça me passionne. Puis aussi, tu sais, faire d'un point A à B, là, tu sais, Ouais. faire un journey. De connecter deux points Euh, qui sont vraiment très loin, hein. ouais, ben c'est ça. Sauf que, ben, la réalité, c'est que, tu sais, on a moins de temps. Maintenant, on a un enfant, tu sais, on travaille, tout ça. Donc, un ultra, je pense que c'est ça que ça vient chercher. Tu sais, ça permet de vivre quelque chose de vraiment intense Mhm. dans une période de temps un petit peu plus courte. Ouais. Ben, Tu sais, pour toi qui faisais de la longue randonnée, c'est sûr que avec une vie professionnelle, avec un enfant, ça se fait, mais c'est plus complexe d'aller faire l'Appalachian Trail ou la PCT ou le GR20 ou peu importe. Tandis que là, ben, ouais, en ultra, je comprends que tu retrouves un peu tout ce que tu retrouvais dans la longue randonnée, tu le retrouves, mais à une échelle de 24 heures, 30 heures, un peu plus c'est court. ça. On ne va pas dire que c'est C'est court, courir ça, pendant 30 heures, mais... exactement. Oh, c'est pas court, non, non, non. Mais, tu sais, c'est ça, ça te permet de vivre, là, tu sais, plein d'émotions, puis plein de choses que tu vivrais, tu sais, sur plusieurs jours dans une longue randonnée, une expédition, Ouais. puis tout Toi ça. qui as fait, bon, on y reviendra, tu as fait des 100 kilos, des 160, tu as fait de la très longue distance en ultra, tu as aussi fait de la longue randonnée sur des semaines, des mois. Euh, Comment tu compares le journey? Tu sais, y a-tu une intensité de plus dans un ultra ou quand on fait une longue randonnée, il y a cette même intensité-là, mais pendant une période beaucoup plus longue? Ben, je pense que dans un ultra, ben surtout en Asie, là, je te dirais, ce qui est super cool, c'est que ça te permet d'aller voir puis d'aller explorer des endroits qui seraient super difficiles d'approche. Puis, tu sais, logistiquement, puis tout ça, ça serait vraiment difficile d'avoir accès à ces endroits-là, tu sais. OK. C'est pas comme, c'est pas comme les sentiers en Europe ou aux États-Unis, tout ça, où c'est beaucoup plus organisé. Tu sais, en Europe, parlons des GR, puis tout ça, c'est quand même facile à suivre. Ouais. Tandis qu'en Asie, ben, les sentiers de trail, c'est pas nécessairement des sentiers officiels. Mhm. Donc, pour les faire, ben, tu sais, ça prendrait beaucoup de temps à organiser. Ouais. Euh,
tout seul, là. Donc, ben, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, je te dirais que l'intensité est vraiment là durant un ultra, tandis que pendant une plus longue expédition, une plus longue randonnée, ben, tu sais, c'est vraiment essayer de maintenir le jour, tu sais, au jour, de journée à journée, Ouais. essayer de maintenir ça, là, le momentum puis tout ça, tandis que, ben, entre elles, ben, ça se passe en 24 heures, donc c'est l'intensité plutôt que la résilience, oui, mais en tout cas, c'est difficile à expliquer, là, je te dirais. Est-ce que Les tu deux dirais ont leur est-ce que aspect. est-ce que tu dirais que d'avoir fait de la longue randonnée, tu sais, de partir puis de te dire que je vais connecter le Mexique au Canada avec la PCT, je veux dire, tu peux pas réfléchir en il me reste tant de kilomètres. Puis j'ai l'impression que des fois, quelque chose que les gens vont faire comme erreur mentale dans des ultras, c'est se mettre à trop penser. Tu sais, quand tu fais un 100 km, là, puis après Ouais. 25-30 kilos, tu sens tes jambes qui ont déjà mal. Faut pas que tu te répètes sans dire « Hey, il m'en reste 70, il me reste plus que le trip, ça n'a pas de sens. » Tu sais, Ouais. tu peux pas t'embarquer dans cette zone mentale-là. Donc, avec le temps, on apprend à pas réfléchir à ça puis se concentrer sur le moment présent, mais je suppose qu'après avoir fait des longues randonnées, ces réflexes mentaux-là, ces outils-là que tu t'es créés mentalement pour de la longue randonnée, ça doit servir rendu en ultra aussi, là. Ah, complètement, complètement. Je te dirais que, ben, je pense que, tu sais, les gens qui ont fait des 100 kilomètres ou des longues randonnées ou des longs voyages à vélo ou en ski ou peu importe, ben, je pense que pour nous, les distances deviennent un petit peu relatives, tu sais. Mhm. Je sais pas combien de fois tu as entendu quelqu'un te dire 100 kilomètres, je fais même pas ça en auto en 3 Ah ouais. heures ou peu importe, là, tu sais. Ah ouais. Ben, je pense que ces distances-là deviennent, je te dis pas que ça devient facile, sauf que, ben, on sait qu'on peut les faire. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, entre les deux oreilles, c'est beaucoup plus facile. Par contre, il y a les cut-offs. Mhm. Tu sais, ça rentre en jeu, tandis je veux dire, en expédition, sans dossard, puis tout ça, tu vas à ton rythme, tu t'arrêtes quand tu veux. Si t'es fatigué, t'arrêtes, tu continues le lendemain. Tu sais, c'est pas, Ouais. à moins que tu sois en Mongolie puis qu'il te reste plus trop de bouffe, là. Ouais, c'est ça. Faut que tu te rendes à quelque part. Tes cut-offs, c'est Mais tes c'est, quantités de bouffe puis de liquide sur toi, mais je ouais, ben comprends que c'est ça. c'est pas comme dans un ultra. Est-ce que tu l'as déjà vécu, des courses où t'étais serré sur les cut-offs, puis tu sais, je veux dire, faire un ultra, c'est difficile. Courir en Hum. sentier, c'est difficile. Avancer, progresser avec la douleur, c'est difficile. Mais là, en plus, quand t'as le fermeur ou quand t'as la barrière horaire qui te suit de proche, est-ce que c'est quelque chose que t'as eu à vivre? Ouais. Ouais, Ben justement, le premier QMT, là, ouais, l'histoire, c'est que j'ai fait un DNF. J'ai pas fait un DNF, je l'ai fini, mais je l'ai fini sans dossard parce que le sweeper, le ouais. fermeur est arrivé derrière, puis bon, il me manquait de temps. Je suis arrivée, je pense, en 8h45, puis le cut-off était 8h. Ouais. Le petit détour Euh, en suivant les 25 a pas dû aider, là. Ouais, ça a pas aidé, disons. Les souliers un petit peu trop petits non plus, là. Ouais, mais on Mais apprend, c'est le métier qui rentre. c'est ça. Donc, ouais, les cut-offs, c'est sûr que c'est toujours quelque chose tu sais, à penser. Sauf que, par contre, en Asie, ce qui est bien, c'est pour tout le monde, là, pour monsieur, madame, tout le monde, que je me considère comme monsieur, madame, tout le monde, là, ben, les cut-offs sont vraiment généreux. OK. Donc, tu sais, la semaine passée, j'ai fait le BUTM à Bornéo. Puis pour le 100 km, attends, j'essaie de me rappeler, là, c'est 32 heures. Pour un 100 kilos. Ouais, pour un 100 kilos, le cut-off, regarde, j'ai fini beaucoup plus vite que ça, là, Ouais. mais ça permet d'avoir toutes sortes de personnes Ouais. sur la ligne de départ. Il y a Ouais. vraiment, là, vraiment beaucoup de gens que tu dis, ah, ils vont-tu finir? Puis oui, ils finissent. Exact. Euh, Il y en a pour c'est tous ça. les goûts Donc, puis tous les types de défis. Puis tu sais, tu le vois ouais, même sur une course. J'en parlais avec des gens qui ont fait la diagonale des fous, par exemple. Tu sais, le cut-off, je pense que la durée des barrières horaires sont 3 fois
plus longue que la durée du premier homme. Tu sais, souvent les courses, on va voir souvent une règle de 2, là, tu sais. Si la course se gagne en 24 heures, il y a un 48 heures de cut-off, puis c'est souvent comme ça les courses. Puis dans ce cas-ci, il laisse beaucoup plus de temps parce que tu as beaucoup de gens qui s'en vont faire ce raid-là, qui est pas, tu sais, à la base, c'était un raid d'aventure, c'était pas une course de trail. Puis il y a des gens qui sont là pour le faire en mode randonnée, puis c'est réalisable. Même au Québec, il y a Yvan Lheureux, qui est un invité qui est venu plusieurs fois sur le podcast, qui avait terminé le 125 à Arikana dans le temps que le cut-off était à 25 heures, à la marche du début à la fin. Tu sais, c'est des choses qui sont possibles. Puis c'est le fun parce que, comme tu dis, il y en a pour tout le monde. Tu sais, t'en as pour ceux qui veulent gauler puis arriver, tu sais, y aller intensément jusqu'à une victoire ou un podium. Puis t'as la majorité qui sont là pour terminer. Puis terminer dans le temps qui leur est alloué, puis c'est bien quand les courses peuvent se le permettre aussi. Des fois, c'est des contraintes logistiques, bénévoles et tout, mais quand les courses peuvent se le permettre, c'est une bonne chose. Hein. Ben, cela dit, tu sais, quand on se met à regarder les temps de, disons, courir un 100 km en Asie, les temps sont beaucoup, bon, tu sais, sur papier, là, les premiers finishers, ça prend toujours beaucoup plus longtemps que, disons, des courses en Europe, au Canada, aux États-Unis, puis tout ça, parce que les intempéries sont différents. Okay. Tu sais, les sentiers sont vraiment parsemés de grosses rivières, de techniques. Souvent, tu sais, il y a des pluies torrentielles, tu peux pas avancer, soit que tu te fais arrêter au ravito parce que soit qu'il va y avoir des flash floods là, dans les rivières où les rivières grossissent vraiment énormément, ou tu sais, être dans le jungle quand il y a une grosse tempête, tu sais, on parle de tempête tropicale, là, les branches te tombent sur la tête là, et tu peux pas y aller. Donc c'est ça joue beaucoup sur les temps. Donc c'est plus long. Donc le cut-off de 32 heures, je pense que on en a besoin. Ouais, c'est ça. Il fait chaud aussi, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Toi, en Malaisie, mettons la course que tu as faite la semaine dernière, c'était quoi la température en degrés Celsius? 45 degrés en mi-journée. Ah ouais, ok, c'est ça descend pas à la nuit, là, tu sais, on se dit, il va faire moins chaud. Ben, il fait moins chaud, là, mais il fait 40 au lieu de 45. Plutôt 30, là, mais tu sais, c'est humide. T'as pas un break à 30 degrés. Tu te dis pas, on est bien, ils ont parti l'air climatisé, tu sais, c'est costaud. Non, c'est ça. Il fait chaud, c'est humide, c'est difficile de se réhydrater. Fait que je comprends que c'est des sentiers qui sont très techniques, dans des conditions de jungle, donc des cocktails météo un peu imprévisibles, comme des fois ce qu'on peut vivre en Europe ou aux États-Unis, dans les Rocheuses, au Canada, dans de la haute altitude, mais là, t'es pas nécessairement en haute altitude, mais la jungle, puis ces chocs de température-là, de basse et haute pression, fait que ça pète fort, là. Ben là, je te parle de la Malaisie, par exemple. Là, ici, c'est vraiment ça. C'est des courses. Tu sais, ici, on appelle le trail running, on appelle ça jungle running. Ah ouais, ok. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est dans la jungle. Tu sais, il y a, je sais pas, dans la jungle, là, 100% pour le 100 km au complet, là. Il y a quand même beaucoup des sections de routes de gravel pour relier les sections de jungle. Mais quand tu es dans la jungle, là, c'est la jungle. Je te dirais qu'il y a même il y a même des courses où tu vois dans le matériel obligatoire ou suggéré là, des gants de travail. Ah ouais. Parce que il y a des cordes, il y a des espèces d'épines sur les arbres où il faut te tenir pour monter. Là. Il y a pas, en fait, dans les jungles, il n'y a pas vraiment de sentiers établis. Okay. C'est vraiment des sentiers qui ont été faits à machette. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais tu le disais tantôt, c'est pas nécessairement des trails organisés qui sont entretenus à l'année. Tu passes là pour ta course, mais c'est ça, c'est pas un sentier comme ce qu'on peut voir en Europe où c'est marché, randonnée, couru par des milliers de personnes. Donc, à un moment donné, on dit souvent à la blague qu'ils ont passé à balayeuse d'un sentier. Là, on est loin d'être là-dedans. Là. Ouais. Pas du tout. Ça, c'est aussi, ça, c'est le cas pour la Malaisie. Mais tu sais, si on parle d'ailleurs en Asie, là, il y a quand même des super beaux sentiers, justement, au nord de la Thaïlande, autour de Chiang Mai. Vraiment des beaux sentiers. Puis tu sais, c'est des sentiers plus organisés. Okay. Par contre, là, je te dirais que au dernier Doyen Thanon, là,
Ouais, il y avait des bouts pas très faciles, disons. Mais c'est la même chose aussi au nord du Vietnam. Il y a beaucoup de courses autour de, je sais pas si les gens connaissent ça, mais la région de Sapa. Donc, puis aussi, il fait moins chaud. OK. Il fait moins chaud dans ces régions-là, c'est moins tropical. Puis aussi, ben, l'Indonésie, en Indonésie, les courses se font plutôt sur des volcans. Wow. Ouais, donc je te dirais qu'il y a vraiment une belle diversité là, en frais de trail en Asie. Là. Tu sais, c'est pas juste du tropical là, comme on a ici là, en Ouais. Asie. Tu sais, toi qui as un parcours aussi, qui a beaucoup voyagé, qui était un peu partout dans le monde, je voyais aussi dans ta liste de courses que, bon, 2018 QMT, 2019 quelques courses en Malaisie, puis après ça, après la pandémie, j'ai l'impression que ça a décollé beaucoup d'ultra en 2022, 2023, puis ça a été un moyen aussi pour toi de voyager, de découvrir des nouvelles régions? Exactement. En fait, c'est ça le but ultime, c'est d'aller dans des endroits où ça serait difficile d'aller sans, tu sais, sans l'organisation d'un ultra, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça, tu sais, au nord de la Thaïlande, au nord du Vietnam et tout ça, tu sais, comme je te disais avant, là, ça serait beaucoup plus difficile logistiquement d'accéder à ces endroits-là sans l'organisation des ultras. Puis c'est ça, c'est vraiment fascinant de voir ces endroits-là. Des fois, tu sais, on passe dans des villages, tu sais, que tu dis, wow, ils vivent vraiment encore comme il y a 100 ans, là, tu sais, dans des villages avec des ethnies différentes, tout ça, tu sais, je pense au nord du Vietnam où, tu sais, une course qu'on a faite, on passait dans un village où, tu sais, les gens étaient encore dans leurs vêtements traditionnels, puis tout ça, puis, tu sais, les cochons, puis les poules, puis les ci, puis les ça, puis tu fais, wow, tu sais, c'est vraiment exceptionnel. Une expérience Ouais. sportive, une expérience culturelle, de Ouais. visiter ces endroits-là, de croiser des villages, des gens, mais je suppose que aussi, ça doit être des endroits où il y a beaucoup de mixité culturelle dans les participants. Puis tu sais, on le sait, des fois, dans des ultras, on finit par courir avec des gens, puis ça prend pas 5 minutes qu'on raconte des histoires, puis on jase de plein d'affaires. T'as dû Ouais. courir avec des gens d'un peu partout en Asie, un peu partout dans le monde, puis aussi, ça doit être enrichissant. Hein? Ah, c'est super enrichissant, je te dirais, là, sur une ligne de départ, tu sais, sans parler, là, des grosses courses comme Doyen Phenom, justement, là, mais tu sais, les courses de plus petite envergure, comme la fin de semaine passée à Bornéo, ben, j'étais la seule Européenne sur le sand. Ah ouais. Il y avait 2 Français dans la catégorie hommes, mais OK. catégorie femme, j'étais la seule pas asiatique. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes les listes, ben il y a beaucoup de coureurs. En Malaisie, c'est super populaire le trail running. Thaïlande, Vietnam, Hong Kong, Singapour. Je te dirais que c'est vraiment les grosses nationalités là, représentées sur les ultras puis sur les trails en Asie. Ouais, ben là, tu m'ouvres Ouais. la porte parce que je voulais parler un peu du développement du sport, comment ça se vit sur le continent asiatique. On va prendre une mini-pause pour un message d'un partenaire, puis on aborde ce sujet-là de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Au dernier épisode, tu nous parlais de tes conseils d'alimentation avant un effort. Maintenant, j'ai le goût de t'amener sur le pendant. D'entrée de jeu, il faut savoir que pour les efforts d'à peu près 1 heure ou moins, on n'a pas besoin de manger, que ce soit en entraînement ou en compétition. Donc, si on parle de plus de 60 minutes, on va parler aussi d'à peu près 30 à 60 grammes de glucides à l'heure. Il faut tenir en compte que pendant la première heure de notre activité, on va jouer sur les glucides, sur le glycogène qu'on a déjà à l'intérieur de notre corps. Ça ne veut pas dire de ne pas manger, mais ça veut peut-être dire d'un peu moins manger que la 2e et la 3e et la 4e et la 1000e heure de notre entraînement. Hein? Ça, on parle à des ultras quand même. Fait que ma belle amie Isabelle Morin, nutritionniste sportive, elle présentait un plan de nutrition qui peut être super intéressant à avoir lorsqu'on veut bien planifier nos choses. Donc, 30 à 60 grammes par heure, c'est l'objectif. Après ça, ben, chaque athlète va trouver sa recette propre à lui, propre à elle, qui va être la recette du succès. Exact. C'est pour ça que c'est important de bien tester pour voir qu'est-ce qui nous convient à nous. Et voilà. Merci, Natacha. Bienvenue. Merci.
Isabelle, l'Asie n'est pas un endroit avec lequel je suis familier dans le développement du trail. On voit de plus en plus d'athlètes asiatiques très bien performer sur les grandes courses internationales quand on suit le sport d'un point de vue athlète élite. Mais parle-moi du développement du sport. Ça fait 8 ans que tu es en Malaisie. Ça fait 5 ans que tu fais des courses de trail, d'ultra. Comment le sport se développe en ce moment? Ben, comme partout ailleurs, je te dirais, là, c'est vraiment exponentiel. Tu sais, juste ici, en Malaisie, quand j'ai commencé, là, il y en avait une ou deux, là, gros événements de trail. Puis maintenant, il y en a à toutes les fins de semaine. Tu sais, ça s'est vraiment beaucoup développé, de plus en plus de coureurs. Tu sais, c'est une super belle communauté en Malaisie, là, je te dirais. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que comparément au Vietnam, en Thaïlande, tout ça, c'est en anglais. Ouais. Donc, c'est super facile de trouver les ressources, puis aussi de s'inclure dans la communauté de trail. Puis c'est vraiment le fun. J'apprends à connaître des gens ici en Malaisie que j'aurais pas eu l'opportunité de connaître sans le trail. Mais cela dit, je pense que je t'ai envoyé des statistiques là, côté participation à l'UTMB et tout ça. Puis, tu sais, de plus en plus, là, on entend parler, là. Il y a 5 ans, il y avait personne en Asie. Ben, personne. Il y en avait quelques-uns, là, en Asie qui allaient faire l'UTMB en France. Sauf que là, ben, tu sais, c'est de plus en plus que les gens en parlent puis tout ça. Donc, il y a un engouement vraiment, là, pour ça. Puis aussi, le fait qu'il y ait 2 courses de l'UTMB World Series. Ouais. En Thaïlande, ben, ça aide beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont capables justement d'aller chercher leurs stones puis de se rendre en Europe. Donc, c'est vraiment bien. Ouais. Toi, est-ce que c'est un objectif? Je voyais que tu as participé à la, je vais sûrement massacrer le nom, mais la Doi Itanon by UTMB, tu as participé à quelques reprises. Est-ce que c'est un objectif un jour d'aller faire l'UTMB en France ou... Absolument pas. Non, c'est parce que la course existe puis elle est là, mais c'est pas dans cette optique-là. Ouais, j'ai déjà fait le tour du Mont Blanc en rando. En fait, je vais te dire quelque chose, Yannick. Avant Noël, c'était justement le Doyen Talon. Puis j'ai eu la chance de courir avec Monsieur Poletti. Ah ouais? Qui était sur... Ouais. Le fondateur. Puis, le fondateur. Ben, en fait, tu sais, j'ai parlé aux deux, Monsieur et Madame Poletti, qui étaient là. Madame Poletti, ben, tout le monde la connaît. Ben oui. Toutes les Asiatiques veulent des photos, là, mais Monsieur Poletti passe beaucoup plus inaperçu. Mais c'est ça, il était sur le 100 miles. Puis, ben, c'est ça, j'ai eu la chance d'y parler. Puis, je disais, tu sais, j'ai fait le tour du Mont Blanc en 2002, je pense. Puis justement, on les a vus, les premiers qui faisaient l'UTMB officiellement. Puis moi et mon conjoint, était comme qu'est-ce qu'ils font? Nous, on fait le tour, là, je pense qu'on l'a fait en 6 jours, quelque chose comme ça, avec des gros sacs à dos. On faisait le camping, on n'utilisait même pas les refuges. Là. Puis c'est ça, c'est des trains qui est là en spandex fluorescent faisait le tour en 24 heures, puis c'était comme... on n'arrivait pas vraiment à comprendre ça, donc c'est ça. 20 ans plus tard, tu partages une ligne de départ avec le fondateur, puis toi aussi, t'es rendu à faire ces courses-là. Je sais pas si le spandex est encore à la mode côté trail en Europe, en Asie plutôt, mais ça reste que t'es rendu dans ce sport-là aussi, hein? Ben c'est ça. Donc le Mont Blanc pour moi c'est pas vraiment un objectif. Tu sais, je fais les courses comme tu as vu le Doyen Talon, je vais aller faire la Amésia qui est au sud de la Thaïlande bientôt. Mais c'est vraiment parce que c'est des courses qui sont un petit peu plus de grande envergure, puis je voulais vivre ça, là, justement, cette atmosphère de course un peu plus grosse. Ouais, puis ça a l'air d'être des parcours assez extrêmes. Là. Je voyais que le Doi Itanon, c'est 175 km pour 10 000 mètres de dénivelé. Là. Fait que c'est un ratio à la UTMB, Hard Rock, diagonale. C'est dans les grosses au monde. Là. C'est du technique. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est vraiment du technique. À la fin de la course, en fait, à l'aéroport,
à mon retour, j'ai eu la chance de rencontrer Hillary Allen. Ouais. Puis on est allé prendre un café puis tout ça, puis elle me racontait sa course. Puis j'étais comme, eh. Puis elle aussi je m'attendais pas à ça du tout. Tu sais, la technicité puis les choses qu'ils ont décidé de mettre sur le parcours, c'est comme, pourquoi? Faut pas, Mais, ils prennent pas de détour pour contourner une section difficile, ils vont direct dedans, là. ben, je pense que c'est difficile aussi de contourner des sections difficiles, là. Probablement. Mais il y en a aussi, là, que tu te dis, crime, on aurait pu passer par le pont officiel au lieu de nous faire passer par, je sais pas, moi, il y avait une espèce de barrage, là. Puis pour traverser le barrage, il y avait une planche. Je te mens pas, là, c'était un madrier. Puis, tu sais, pour traverser, là, tu sais, c'est un barrage, là, avec une chute d'eau, puis tout. D'un côté, je sais pas, moi, 5 pieds de hauteur en plot, puis toi, puis de l'autre côté, c'est une chute d'eau, là. Puis il faut que tu traverses sur un petit madrier d'à peu près, je sais pas moi, 2 par 4, mettons, là. Puis t'es comme, tu sais, t'as 120 km d'impact, là, puis il faut que tu traverses sur le madrier, puis t'es comme, vraiment? Vraiment? Mais non, c'est une super belle course, là. Puis en frais de départ, ben pour le 160, c'est un petit peu moins impressionnant, là, parce qu'on commence ailleurs. Mais pour les 50, le 25, le 100, ça commence c'est un espèce de parc avec des temples bouddhistes. Okay. C'est vraiment impressionnant comme, je pense, j'ai jamais vu une starting line comme ça. Ça doit être magnifique. Vraiment impressionnant. Ouais, super beau. Ouais. Tu parlais de la... Les feux d'artifice, puis... ouais, OK, ils font le gros show, là. Ouais, le show boucan, puis tout ça. Alors, c'est vraiment cool, ouais. Tu parlais de la communauté trail en Malaisie. Est-ce que, je sais que tu écoutes des épisodes du podcast. Je sais pas à quel point tu es familier avec la communauté trail au Québec, mais tu sais, il y a ce côté-là très familial, convivial, le côté très proximité, tu sais, comme on disait tantôt, tu cours avec quelqu'un, puis après 5 minutes, tu es déjà en train de te faire des confidences parce que tu es dans un état d'esprit trail, tu es dans la souffrance, puis on dirait que tout ça ouvre des portes. Est-ce que tu ressens un peu ça dans la communauté trail en Malaisie? En Malaisie, 100%. Ah ouais. 100%. Les gens sont bénévoles, sont impliqués. Ouais. Ben, premièrement aussi parce qu'on peut parler en anglais. Ouais. Tu sais, fait que ça brise beaucoup les barrières de communication. Mais tu sais, les gens sont super fins, puis tu sais, accueillants, puis tu sais, contents de te voir, puis tu sais, de plus en plus, j'en fais quand même beaucoup là en Malaisie, donc tu sais, je suis familière avec plusieurs coureurs, coureuses, puis tu sais, c'est super le fun de les voir sur les départs, puis tout ça. Puis aussi, tu sais, dans les sentiers autour d'ici, là, autour de Kuala Lumpur. Donc, non, c'est vraiment exceptionnel là, comme communauté. Puis je pense que c'est un petit peu comme au Québec où tu sais, la communauté se tient beaucoup. Ouais. Justement, tu sais, il y avait une coureuse que je connais bien, qui m'a invité à son mariage la semaine passée. Je pouvais pas y aller. J'étais à Bornéo. Mais, tu sais, j'ai regardé les photos puis c'était juste ça. Je pense que c'est le mariage avec le plus de coureurs de trail. Ouais, c'est ça que j'ai jamais vu. Ouais. Fait que c'est ça. C'est super cool. Ouais. Tu as voyagé aussi, tu as couru au Vietnam, en Indonésie, tu as fait des courses dans ces pays-là. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi cet esprit de communauté-là, trail, qui est aussi fort? Ben, franchement, je sais pas. Okay. J'imagine que oui. À Singapour, absolument. Okay. C'est drôle à dire, hein, parce que les gens pensent pas à Singapour comme une destination de course, mais c'est vraiment ça. C'est petit Singapour, mais les gens, font vraiment avec ce qu'ils ont. Okay. Il y a une grosse communauté aussi là, à Singapour. Même chose pour Hong Kong. Thaïlande, Vietnam, je suis pas sûre à 100% que ça soit aussi bien établi. Okay. Par contre, je parle pas thaï, je parle pas vietnamien, donc je ne sais pas vraiment. Des fois, il y a une barrière de langue qui vient un peu... Ouais, c'est ça. Puis aussi, en faisant les courses là-bas, ben c'est un petit peu plus difficile, là, tu sais, le côté de rencontrer des gens et tout ça, mais c'est super cool aussi. En fait,
Il y a des courses, excuse-moi, hein, il y a des courses au Vietnam que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Vietnam Trail Series. Puis tu sais, c'est une série de courses organisées par le même organisateur. Mais dans ces courses-là, puis en fait, ça serait super bien là, pour les Québécois ou des gens qui veulent voyager puis faire une course en même temps. Parce que c'est des package deals. Donc, il y a la course, mais il y a aussi, tu sais, l'autobus qui t'amène de Hanoï jusqu'à la destination. Puis il y a les hôtels où il y a plusieurs courses où c'est pas des hôtels parce que la ligne de départ se fait comme dans des petits villages. OK. Puis ce qui se passe, c'est que tu vas dormir comme chez l'habitant. Ouais. Avec tout le monde dans un espace. Il y a le dortoir des femmes puis le dortoir des hommes. Donc ça te permet de rencontrer beaucoup de gens. Puis c'est super le fun. Ouais. Ah, c'est une super option Il y a pour des quelqu'un barbecues. qui aurait le goût de faire ces courses-là, d'aller visiter ce coin-là du monde, mais qui se dit, bon, Ouais. comment je m'organise, la barrière de langue, ça m'effraie. Ben là, tu te dis, il y a un peu un côté tout inclus où Ouais. tu payes, puis t'as ton transport, ton hébergement, puis ta course Mhm. inclus là-dedans, c'est le fun. Ouais, exactement. C'est vraiment parfait là, comme façon de faire. Puis c'est super abordable aussi. Ouais. Tu sais, on ne parle pas de milliers de dollars, on parle de 200-300 $. Donc avec le dossard inclus là, puis l'hôtel, puis l'autobus, puis tout ça. Donc vraiment là, ça vaut la peine. C'est des belles choses à faire. Ouais, mais c'est très, très intéressant. Y a-tu Mm. des clubs de course comme toi en Malaisie, tu parlais de la communauté trail, y a-tu des clubs, des gens qui organisent des petits événements, des gatherings, des groupes de courses de fin de semaine, des week-end shocks? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, en Malaisie, c'est jamais difficile de trouver des gens avec qui courir. Il y a beaucoup de petits événements aussi, tu sais, autour de Kuala Lumpur. Ce qui se passe beaucoup, c'est des événements de genre à 6 heures, 12 heures qui se font en OK. looping, là. Ouais. C'est des boucles. Puis tu sais, c'est pas hyper difficile à organiser comme événement. Des fois, c'est plus ou moins officiel, mais c'est super le fun d'y participer. Puis en Asie, je te dirais aussi il y a quelque chose de super intéressant. Il y a une organisation qui s'appelle Asia Trail Master. Puis Asia Trail Master, c'est un peu comme le World Series. Tu sais. OK. C'est une organisation ben, comment je pourrais dire, qui vouch, qui va voir les courses, puis regarde si c'est un standard, tu sais, qui pourrait faire partie de leur organisation. Puis si c'est un bon standard d'organisation, de course, puis tout ça, ben ils décident de la mettre dans leur série. OK. Puis, en participant à la série, t'accumules des points. Donc, à chaque année, tu sais, il y a le grand gagnant masculin, grand gagnant féminin. Puis, les gens qui participent, tu sais, mettons que tu as la première place, deuxième place, troisième place, jusqu'à la 10e place, ça te donne des points extra. Puis, à la fin de l'année, il y a un championship. Puis ça, ça dépend, ça va être où, là. Cette année, c'était en Indonésie. Puis ce qui est super le fun, c'est que oui, il y a les élites, mais aussi chaque pays asiatique est représenté. OK. Puis chaque personne qui sont dans le top 5 féminin, masculin, peuvent participer à l'événement. Puis tu sais, c'est tout inclus aussi, là, je veux dire, tu payes pas pour ton dossard, tu payes pas pour ton hôtel, puis tout ça. Puis il y a un gros barbecue au début, à la fin, puis tout ça. C'est super le fun de rencontrer des gens. Puis on est chanceux parce qu'on a aussi la team expat. Ah Donc, ouais. ouais. Donc, tu sais, il y a la team Thaïlande, Hong Kong, Indonésie, puis tout ça, mais aussi la team expat. Donc, ça nous permet aussi à nous, qui représentent pas de pays asiatiques, de pouvoir participer. C'est Ah, bien. c'est vraiment une belle Ouais, idée. Puis ouais, en même ouais, temps, je suppose que pour des gens qui font de la course, ben
les courses de cette série-là, au-delà des classements, au-delà des points, ça demeure ils ont des standards, fait que tu sais que, je sais pas, les ravitaux, ils ont de la sécurité, ils ont des soins de santé. Tu sais qu'il y a un niveau médical ou organisationnel qui est un certain standard parce que c'est un peu de même partout. Tu as des courses un peu plus backcountry qui sont dans le fin fond d'un rang. Puis c'est correct aussi, hein, moi j'adore ce genre de petites courses-là à plus petit déploiement, mais quelqu'un qui peut être sécurisé de se dire bon, je m'en vais voyager dans un pays que je connais pas, je m'en vais courir des trails que je connais pas, mais d'au moins choisir une course qui est dans une série où ils ont un certain saut de qualité d'organisation, mais c'est sécurisant. Ben exactement, c'est exactement ça. Puis aussi, Asia Trail Master, ils ont vraiment un bon site web, puis ça permet de trouver les courses là, justement. Fait que ouais, c'est super bien. Tu sais, si les gens veulent venir en voyage ici en Asie, puis se disent oh, tu sais, je sais pas comment trouver une course, justement Asia Trail Master, là, c'est l'endroit où aller, puis vraiment voir. Il y a d'autres courses là, mais les courses de la série qui sont là, c'est vraiment bien. Ah, c'est intéressant. On a parlé beaucoup de choses, mais on n'a pas tant parlé de toi, ton développement dans le trail. On parlait du QMT 50 en 2018, mais après ça, tu as augmenté les distances. J'ai vu que tu as fait beaucoup de courses de 100 km. C'est une distance que tu aimes? Ouais, le 100 km, là, je te dirais là, que c'est la distance que je préfère. Je suis trop lente pour le 50. Tu sais, ouais, ça va, là, mais pour le 100 km, là, j'aime ça parce que, premièrement, ça me permet d'avoir vraiment des longues journées. Ouais. Tu sais, des journées où tu te dis, crime, j'ai été, tu sais, 20 heures dans ma tête. Mm-hmm. Puis ça, je trouve que ça me fait vraiment un grand bien, là, de pouvoir décrocher comme ça, là, pendant 100 km. Ouais. Tu prends du plaisir à tomber dans cette espèce d'état d'esprit qu'on peut c'est qu'on comme, se crée dans un trail comme ça. C'est comme de la méditation active, là, tu sais, c'est vraiment ça. Là. Puis tu sais, c'est vraiment de voir, tu sais, t'as une journée qui commence au soleil, il y a de la pluie, il y a des états d'esprit différents, justement, dans une longue distance comme ça. Là. Puis le 100 000, je trouve ça difficile. Ouais. j'ai pas encore réussi à vraiment à bien le maîtriser. Là. C'est un objectif. C'est un objectif d'un jour de maîtriser. Ouais, j'aimerais ça, mais tu sais, c'est difficile parce que je trouve que le 100 km, tu sais, je peux quand même me remettre de ça assez rapidement, là. Mais 100 000, là, tu sais, je suis pas capable d'en faire bien plus que peut-être 1, 2, 3 par année, là. Puis je te dis par année parce que ici, la saison de trail, là, elle s'arrête pas, là. Tu sais, c'est vraiment de janvier à janvier, il y a des événements. Là. À part, bientôt, il va y avoir le Ramadan. Ça, il y a pas beaucoup d'événements. Puis aussi, pour que les gens le savent, là, au nord de la Thaïlande, du Vietnam, du Laos, maintenant, jusqu'à avril, c'est la saison de brûlis. Donc, ils brûlent les restants les espèces de coton de canne à sucre, là. Okay. Ça fait de la fumée. Ça devient assez pollué, là, dans ces endroits-là. Donc, c'est pas idéal pour aller courir. Non, pas du tout. Non plus pour aller en vacances. Là. Je te dirais que t'es dans le smog pas mal. Ouais, c'est mais ça. À part ça, la saison se déroule pas mal toute l'année. Puis est-ce que tu crois que c'est un avantage ou c'est un risque de pouvoir justement faire des événements en continu? Tu sais, ça reste qu'au Québec, les gens finissent par s'imposer quelque part une espèce de pause ou une saison morte ou une saison où ils vont se mettre à faire du ski ou autre sport et donner un petit break au corps. Tu sais, des fois, on en a besoin. Puis on le voit dans les programmes sur une base annuelle, il faut qu'il y ait quelque part une espèce de saison morte. Y a-t-il un risque à avoir des courses 12 mois par année en continu? Je pense que oui. Ouais. Je pense que, tu sais, j'ai vu plusieurs coureurs là, dans les dernières années qui se sont vraiment brûlés un peu. Puis, tu sais, on apprend avec ça.
pour moi, ben j'ai la chance d'être dans un couple d'enseignants, donc on a des longues vacances. Ouais. Puis ça, ben, tu sais, ça nous permet, là, ben, la plupart du temps, on reste pas ici en Malaisie là, durant OK. l'été ou durant les vacances de Noël, puis ça, on fait autre chose. Là. Tu sais, comme à Noël, ben, on a fait le voyage en vélo, mais tu sais, c'est pas mal tout le temps ça. Là, tu sais, on va aller, je sais pas, on va faire une longue randonnée au Népal ou peu importe. Là, tu sais, on fait toujours quelque chose qui sort de la course, là, sans dossard avec ma famille. Là. OK. Donc ça me permet de m'arrêter, là, puis sans vraiment avoir à m'imposer ça, là, tu sais, Ouais. c'est là. Naturellement, Comme, c'est là. naturellement, c'est là. Ouais. Parlons-en de la conciliation travail, vie personnelle, vie sportive. Tu fais des grosses distances, tu fais des gros événements, donc ça demande une grosse charge d'entraînement. Comment tu deals avec tout ça, avec le fait d'avoir un enfant, d'avoir une vie de couple à travers ça, la vie professionnelle? Comment tu organises ton horaire pour réussir à faire les entraînements nécessaires pour accomplir des 100 kilos, des 100 000? Ben là, je te dirais qu'en ce moment, c'est plus facile parce que je travaille pas. J'ai pris une pause de travail. Sauf que, ben, il y a aussi le fait que je m'entraîne pas tant que ça. Je suis pas la personne la plus disciplinée en tant qu'entraînement. C'est pas mon travail de faire des courses de sentier, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, à deux, avec mon conjoint, lui, il fait beaucoup de vélo. OK. Donc, tu sais, on essaie de concilier ça, soit faire des week-ends où, ben, lui, il part en vélo, moi puis mon fils, on va le rejoindre, tu sais, en voiture pour pouvoir faire, je sais pas, une randonnée à une chute d'eau ou quelque chose comme ça, là, tu sais, pour passer du temps en famille. Puis après ça, ben, tu sais, moi, la randonnée, ben, dans le temps qu'ils sont à la chute d'eau, ben, moi, je fais des allers-retours, là, sur le sentier qu'on a fait à la marche, là, justement. OK. Donc, tu sais, ça permet de pouvoir concilier, le fait que les deux, on aime ça bouger, là, parce que, Ben oui. ouais, c'est ça. Faut Ah, quand c'est même, bon. C'est un bon truc. rester assez égal, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de couples aussi, là, comme ça, qui, tu sais, qui veulent bouger les deux puis qui ont des enfants. On est chanceux, notre fils est très, très sportif aussi. Ouais, il aime ça bouger. Il aime ça bouger. Donc, tu sais, pour nous, c'est pas difficile de l'emmener justement en longue randonnée, tu sais, au Népal ou, je sais pas moi, au Ladakh ou, tu sais, faire du vélo, des choses comme ça. Donc, tu sais, pour nous, ça nous permet de tous bouger ensemble. Mais, tu sais, durant la semaine, ben, c'est ça, on prend notre tour. C'est à peu près ça. La conciliation, c'est à peu près ça. Tu sais, prends ton tour puis fais ce que tu peux avec. C'est le fun. Tu parlais tantôt de votre voyage de vélo. C'est drôle. On essayait de se trouver une date, puis à un moment donné, je te propose une date, puis tu me dis « Ah non, je peux pas. On part en vélo dans le temps des fêtes de Phuket jusqu'à Kuala Lumpur. » Parle-moi de ce voyage-là. Comment ça s'est organisé avec la famille de partir comme ça, puis de connecter deux points qui sont assez loin, là? Ouais, ben, je te dirais que, tu sais, pour nous, le voyage en vélo, c'est pas super difficile à organiser. On a fait beaucoup en voyage, en famille, là. Ouais. Tu sais, notre fils, je te dirais qu'il a probablement déjà fait une vingtaine de mille kilomètres à vélo. On fait ça souvent. OK. Donc, c'est pas, ouais, tu sais, ça sort de l'ordinaire. Là. Je veux pas dire que ça sort pas de l'ordinaire, mais pour nous, c'est quand même assez facile à gérer puis à organiser. Mais de Phuket à Kuala Lumpur, c'est super beau. Tu sais, ça nous a permis de faire comme, tu sais, un voyage à vélo, mais aussi faire de la plage. Ouais. Parce que c'est ça, là, tu sais, le sud de la Thaïlande, c'est beaucoup les plages, puis les îles, puis tout ça. Donc, tu sais, on faisait quelques heures, là, 5-6 heures à vélo, puis après, on s'arrêtait à un endroit où il y avait une plage, puis on continuait, puis tout ça. Donc, ouais, c'est super le fun. En fait, le vélo, c'est ma deuxième passion, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'après avoir connecté, quand on parlait tantôt Hong Kong jusqu'à la France, ben jusqu'en Europe, je comprends que c'est ça, Phuket, Kuala Lumpur, c'est de la petite bière comparé à ça, là. Mais c'est le fun de le faire avec votre gars. Il a quel âge, votre gars?
Là, il y a eu 11 ans, excuse-moi. Ouais, il y a eu C'est 11 impressionnant ans. quand Mais même, là, tu sais, ouais. de partir Ben, en voyage comme ça. ça fait depuis que 6 mois qu'il est à vélo Ah avec ouais, nous. Tu sais, on a fait de chez nous à Stavanger jusqu'au nord, au nord, North Cap, là, à ok. vélo quand il y avait 6 mois. On a fait de Santiago, Chili, jusqu'à Tierra del Fuego quand il y avait à peu près 1 an. Parce qu'on avait des bons congés de maternité, paternité en Ouais. Norvège, donc on a vraiment eu la chance de le faire. Mais tu sais, aussi des voyages un peu plus courts là, durant l'été, comme je te disais, on décroche puis on essaie de faire des choses, c'est des voyages plus actifs, là, plus Ok. longtemps. Puis Ah, souvent, ben, souvent, ça inclut le vélo. ben Puis oui. je te dirais, ça, Yannick, avec ton enfant, c'est une bonne façon de faire parce que ils sont capables de suivre. Tu les mets dans le chariot en arrière, puis hop, tu pars. Ah non, c'est Ouais. clair. C'est clair. J'en prends bonne note. J'ai une question Ouais. pour terminer à deux volets. J'ai le goût qu'on parle de rêve de course ou de course bucket list. C'est quoi, Mhm. ben, premier volet, c'est quoi la course à laquelle tu rêves que tu n'as pas encore participé, un événement ou un endroit où tu aimerais courir? Ouf. Il y en a beaucoup. Je te dirais que cette année, là, je regarde beaucoup l'Indonésie. OK? Les volcans, c'est vraiment, vraiment hot comme environnement où courir. Puis, ben, il y a une course qui s'appelle Rinjani Ultra. Puis ça, c'est un des volcans en Indonésie là, qui s'appelle le mont Rinjani. Ça, j'aimerais ça faire ça. Puis cette année, je peux pas. Mais dans le futur, c'est une course que j'aimerais vraiment faire. Puis, ben, le Tour des géants, je te Ah dirais ouais. là, que ça, ouais, ça c'est quelque chose. Je sais que je peux pas le faire en ce moment. Là, il faut vraiment que je commence à, à pratiquer mes 100 000 pour commencer. Là, mais à un moment donné, c'est vraiment une course que j'aimerais faire. Ah, c'est intéressant, c'est deux choses complètement Mm. différentes, à courir sur les volcans puis aller passer plusieurs Ouais, jours dans les hautes montagnes de la vallée d'Aoste. ouais. Ben, ça change la jungle, là, disons. Ouais, ben ouais. Mon deuxième volet de bucket list, c'est que vous avez fait plusieurs, ben vous avez voyagé en masse, vous avez fait des voyages de vélo un peu partout dans le monde. Y a-t-il une place, y a-t-il un tracé, y a-t-il quelque chose, un trip de famille ou de voyage ou de vélo que t'as en tête, qui te vient en tête comme ça, vite de même? Vite de même, là, je te dirais qu'il y en a 100. Mais c'est toujours un petit peu difficile à choisir, là. Mais cet été, on va retourner au Kyrgyzstan. OK. Puis à vélo, on va faire de la rando aussi. Puis ça, c'est vraiment un endroit exceptionnel, tu sais, côté montagne, puis côté nature, puis tout ça, là, Ouais. c'est débile. Puis j'aimerais ça faire des ultras là-bas aussi. Il y en a pas, je pense, mais à un moment donné, je suis sûre que ça va arriver. Mais c'est un coin du monde qu'on connaît peu, hein, ce coin-là, le Kyrgyzstan, puis tous ces pays-là autour qui finissent en stan. C'est un coin qu'on connaît peu. Puis quand on voit des images, moi j'avais vu à un moment donné un documentaire dans un festival de films d'aventure, puis je me rappelle pas lequel des pays, je veux pas le déformer, fait que je vais pas dire n'importe quoi, mais il était dans ce coin-là du monde, puis Ouais, les images qui sortaient étaient hallucinantes. C'était une traversée en vélo, ouais. puis écoute, il y avait aucune route qui existait, c'était des chemins de gravier, les gars étaient en gravel, puis les images qui sortaient, les panoramas qui sortaient, c'est unique au monde, puis c'est quelque chose qu'on voit pas, qu'on voit peu, en tout cas en Occident, c'est un coin du monde dont on n'entend jamais parler, Mhm. c'est même pas hors des sentiers battus, c'est plus loin que les sentiers battus, ça a l'air magnifique comme endroit. C'est des endroits exceptionnels avec des montagnes, des lacs, de la nature exceptionnelle. Tu sais, ils disent que le Kyrgyzstan, c'est comme la Suisse de l'Asie, là. Ah ouais, Mais c'est vraiment ça. Une grosse montagne, comme je parle du mont Lenin. Le mont Lenin, je pense, c'est autour de 7 800 mètres d'altitude. Tu sais, c'est des grosses aïe aïe. montagnes. Les gens s'en rendent pas compte. Là. Il y a la chaîne de montagnes qui s'appelle les Tian Shan. Il y a des grosses montagnes là-dessus. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Donc, Est-ce cet été, ben, c'est le projet. Là. est-ce que vous Ouais. étiez passé par là dans votre route de vélo jusqu'à l'Europe? Ouais, ben, on est allé 2 fois. On est allé, c'est pour vraiment faire de la randonnée en 2000.
6, je me rajeunis pas, hein. Mais puis aussi là en vélo, on est allé au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, puis tous les stands. Ah, c'est le fun, ça fait rêver. Vous avez vraiment un parcours exceptionnel, puis t'as vraiment une histoire de coureuse qui est intéressante. Je trouve ça le fun parce que, pour pas faire de jeu de mots avec ce qu'on vient de parler, mais ça sort des sentiers battus. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime le plus de ce projet-là du podcast, c'est qu'à chaque rencontre, t'as une nouvelle histoire, puis des fois, du monde que je rencontre dans des courses, peu importe, qui me disent « Hey, à un moment donné, tu vas avoir fait le tour, tu sais, pensais-tu te rendre à 200 épisodes, à un moment donné, tu vas faire le tour, puis non, tu sais, parce qu'il y en a des milliers de coureurs, de coureuses, puis il y a des milliers d'histoires, puis chaque personne amène quelque chose de différent, une perspective différente au trail, à cette histoire-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir le trail asiatique avec toi. J'encourage vraiment tout le monde à venir ici, là. Je te dirais que, tu sais, côté si les gens se planifient un beau voyage avec, tu sais, un peu de plage, de la diversité culturelle, puis aussi du trail, là, on est gâtés, là, vraiment, là, c'est à connaître, là, comme endroit. Mais par contre, j'aimerais ça en faire plus au Québec aussi, je te dirais. C'est ça ma prochaine question, c'est là, t'as fait le QMT, ça a été la bougie d'allumage de ton histoire du trail, t'as commencé ici. Est-ce que c'est dans les plans éventuellement de venir faire un j'aimerais ça retourner au QMT, ça c'est sûr. Puis j'aimerais vraiment aussi aller en Gaspésie, là. Ouais. J'ai fait, on a fait la randonnée comment ça s'appelle? La longue randonnée en Gaspésie. Le SIA, le GR. Ouais, le SIA, c'est ça. On a fait ça il y a très, très longtemps avec un gros sac à dos. Mais j'aimerais vraiment ça faire un des événements là-bas en Gaspésie, c'est super bien, puis ça fait longtemps que je parle. Ce qui est le fun, c'est que peu importe le temps de l'année, en tout cas le temps de l'été où tu viens au Québec, ben t'as le Gaspésia en juin, t'as le Chic-Choc en août, puis t'as le Forillon en septembre. Fait que la Gaspésie est bien représentée, c'est bien étendu dans le temps, fait que peu importe quand tu seras au Québec, il y a quelque chose pour toi en Gaspésie. Tu sais, pour moi, c'est un voyage exotique, là. Ouais, c'est ça. Ça change du quotidien, là. C'est d'autres défis, mais c'est rare qu'il fait 45. C'est rare qu'il fait 45, puis je pense que aussi, tu sais, être entouré de Québécois, Québécoises, puis tu sais, de la communauté de trail du Québec, je pense que ça va être super agréable, là. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Écoute, tu me feras signe quand tu seras de passage au Québec, puis on fera un épisode post-course. Parfait, on fera ça en 2025. Après ta seconde expérience de course de trail au Québec, on se fera un épisode pour revenir là-dessus, puis on pourra comparer la technicité des Chic-Chocs avec la technicité de la Malaisie. Ouais, je pense que c'est pas mal différent, mais ça se rejoint beaucoup. En fait, je te dirais que il y a des aspects de la jungle puis de la forêt québécoise qui se rejoignent beaucoup. Ouais. Tu sais, roches, racines, trous d'eau. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans la Green Tunnel, là, dans le tunnel vert, ben, c'est pas mal ça, là, tu sais, les deux. Puis aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas aussi chaud au Québec, mais on a quand même beaucoup d'humidité, on va pas se le cacher. Il y a des courses, tu sais, le QMT, d'année en année, c'est rare que c'est frais et sec au QMT, là. Puis tu sais, t'as des courses maintenant un peu plus tard dans l'été, tu sais, t'as une course au fjord du Saguenay en plein mois d'août, les Chic-Chocs au mois d'août, quand t'arrives dans des sommets chauves où il n'y a plus un arbre, ça peut taper fort, là. C'est pas haut en altitude, fait que la différence est pas si grande que ça, fait que c'est pas 45, mais dans les dernières années, on a eu des courses sous canicule, puis l'année passée, il y avait de la boîte au Québec. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Ben oui, il y a eu beaucoup d'accumulation, mais c'était le dénominateur commun l'année passée. C'était de la boîte. Peu importe quelle course t'as faite, t'es revenu avec des sacs de boîte à la maison, là. Puis du beau nettoyage à faire, ça, c'est le fun. Exact. Ça fait partie de l'après, hein, quand on stocke. Je sais pas pour toi, tu sais, quand tu fais une course, mettons, je me rappelle d'une fois, j'étais allé faire le Gaspésia, tu sais, t'es boiteux, puis là, tu finis ta course, puis là, tu pars le lendemain, t'as pas le temps de faire une brassée, puis tu sais, tu pars dans un camp ou quelque chose, tu mets ça dans un bac de plastique, puis 2 jours plus tard, tu ouvres ça rendu à Québec, là, ouf! Effectivement, on sort pas juste la boîte le problème. Le vinaigre, on sort le vinaigre dans ce temps-là. Ouais. Je connaissais pas le truc du vinaigre, c'est bon à savoir. C'est ce que ma mère me dit, en tout cas. Là,
Isabelle, avant de terminer, il y a les traditionnelles questions éclair NAC. Donc, 10 questions, 2 éléments qu'on met en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Je sors le chrono. Un petit peu, je vais me prendre une gorgée de Oui, café. prendre une bonne pour gorgée me de café, préparer. ça me permet de parler des gens qui ont le record. Il y a 3 hommes en tête, Yvan Lheureux, Yannick Bernard et Antoine Moses, qui ont tout fait ça en 10 secondes. À ta défense, c'était en présentiel, face à face. Là, on est à 11 heures de décalage. Tu as clairement le record des questions éclairs pour quelqu'un qui vit en Malaisie. Ça, c'est un record indétrônable. Dans quelques secondes, Isabelle Bédard, 9 secondes 52. C'est une bonne ambition pour Zoom à distance, mais on y croit. Tu me dis quand t'es prête, puis on se lance. OK. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. Monter ou descendre? Montée. Racine ou roche? Racine. Questionnaire lime ou melon d'eau? Melon d'eau. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Technique. Hong Kong ou Malaisie? Malaisie. Norvège ou Dubaï? Norvège. 100 km ou 100 000? 5 km. 19 secondes, c'est très fort, Isabelle. C'est très, très fort, 19 secondes. À distance comme ça, là, ça doit être dans les meilleurs temps qu'on a eu en Zoom. Fait que je te félicite. J'ai réussi. Je suis contente ce matin. En t'entendant tantôt parler de Dubaï, j'étais pas surpris de la réponse Norvège ou Dubaï. Non. Je te dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation dans tes questions. Là. C'était clair. Isabelle, merci beaucoup d'être venue à Pas sorti du bois. Ça fait plus d'1 an qu'on tente de trouver un moment pour enregistrer. On a finalement réussi. Puis ça valait l'attente. C'était vraiment intéressant de plonger dans ton expérience à toi, mais aussi de découvrir cette communauté-là en Malaisie, en Asie, qui est complètement différente. Puis finalement, pas tant avec ce qui se passe ici. C'est le fun de voir qu'un même sport regroupe le même genre de monde, peu importe où sur le globe. Fait que merci beaucoup de ton temps. Ça me fait vraiment plaisir, Yannick. Puis j'encourage vraiment les gens à venir dans notre coin. Là. Ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il y a des gens, après cet épisode-là, que si je leur pose c'est quoi ta destination course bucket list, je pense qu'on va entendre l'Asie, la Malaisie, parce que ça fait rêver, puis ça donne le goût de se dire, tant qu'à traverser, tant qu'à aller visiter ce coin de pays-là, on va rester longtemps, parce que c'est beaucoup d'avions pour se rendre, mais rendu là, on en profite. Aussi, si les gens ont des questions aussi, là, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Parfait. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode. Vous allez pouvoir aller suivre Isabelle sur les médias sociaux puis lui poser vos questions pour votre prochaine course en Malaisie. Il n'y a pas grand-chose à suivre, mais bon. Merci beaucoup, Isabelle. Ça a été vraiment un grand plaisir. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire principal officiel du podcast. Je remercie Noctem pour la bière aujourd'hui et pour être le partenaire bière depuis plus d'1 an du podcast. Capic 1, mon partenaire café quand je bois un café. Puis Isabelle, on se dit à bientôt au Québec sur les sentiers l'année prochaine ou en Malaisie si je prends un croche puis je m'en vais dans cette direction-là faire des courses. Donc c'est un rendez-vous quand tu es au Québec en tout cas. On essaie de se voir en vrai et de partager du temps, des kilomètres en sentier ensemble. Super. Au plaisir, à la prochaine. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.